et à mes côtés Hélène Pio et David Cobold pour accueillir un nouvel invité, Jean-Michel Wilmotte, fondateur notamment de l'agence naturelle qui s'appelle Wilmotte et Associés au niveau mondial. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour. Alors David Cobold, on va parler avec Jean-Michel de chais, de vignobles, d'attractivité. Alors juste avant de discuter avec Jean-Michel, en une minute, le no-tourisme, en 20 ans, ça a évolué comment ? Énormément. Ça suffit ? Merci David Alors, Cobold. non, L'art de la synthèse. énormément, et j'en veux pour preuve le fait que l'État français s'est engagé avec un organisme qui s'appelle Atout France, qui fait la promotion. Il faut quand même rappeler quelques chiffres. On estime que les gens qui viennent en France découvrir les vins et les vignobles de France, c'est 10 millions de personnes. Ça fait des dépenses de plus de 5 milliards d'euros par an, avec toutes les régions confondues qui sont concernées. Évidemment, la dépense varie beaucoup en fonction du prix des vins ou des spiritueux, parce que Cognac, c'est en tête, Champagne, c'est tout de suite derrière, Bourgogne, c'est très haut, Bordeaux et Languedoc, c'est un peu loin derrière. Donc tout ça, ça contribue au bilan de la France sur le plan commercial, à la fois par le tourisme et ensuite par les exportations qui sont engendrées par ces découvertes. Donc c'est un engagement fort de l'État français qui a été qui récolte des fruits. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'était sporadique et les gens du vin ont été obligés de devenir professionnels dans l'accueil, dans la visite et pas simplement espérer vendre une quille de plus parce que quelqu'un apprendre à sourire, English spoken, plein de trucs. Avoir des toilettes propres, enfin des choses très basiques. Mais à tous les niveaux. Moi, je prêche cette parole depuis des années auprès des vignerons indépendants de France, qui c'est la plus grande organisation des vignerons indépendants. Très dynamique. Et c'est très très important. Je leur dis qu'il faut considérer le tourisme comme une activité à part, pas simplement la vente supplémentaire de quelques quilles. Donc le no-tourisme, évidemment, c'est les Américains qui nous ont enseigné l'importance de ça, et en particulier Robert Mondavi, parce que les Californiens avaient beaucoup d'avance, et la France s'est réveillée enfin, je dirais, et plutôt bien. Absolument, David. Merci pour ce résumé, cette présentation. Jean-Michel Wilmotte, avant de parler de vin et de vos réalisations, vous avez toujours voulu devenir architecte, parce que là, vous êtes une star, mais avant, au tout début, vous n'étiez pas une star, quoi. Hein. Je pense que oui, depuis l'âge de 15 ans, j'ai envie de faire ça, oui. Ah, depuis l'âge de 15 ans, quoi. Et alors, hors vin, votre meilleur et pire souvenir de construction, de rénovation ? En dehors du vin. J'avoue que je suis amnésique, donc j'ai oublié tous les mauvais, mais les bons, il y en a plein. Ouais, alors un en France et un ailleurs. Depuis 40 ans, je sais pas, les arts premiers dans le Louvre, par exemple, ou récemment l'école de la CMA à Marseille, qui était un truc formidable, parfois des maisons privées, parfois des très très gros projets. Là, aujourd'hui, on se développe dans plusieurs pays comme l'Ouzbékistan, l'Arménie par exemple. L'Arménie qui est un pays de vin. Absolument. Parce que un des premiers. J'ai eu la chance en juin dernier, le maire m'a emmené à la fête du vin. On avait un dîner ensemble, il m'a emmené à la fête du vin. Il y avait une avenue de 1,2 km avec que des stands côte à côte. De vin arménien. Côte à côte. Sur il fallait goûter les vins. Bon, c'était avec modération, Jean-Michel. Voilà, dites-moi, il paraît que vous rentrez de Séoul, là, et vous avez la chance de goûter, pas du tout un vin coréen, mais très grand vin français sur 2 millésimes. Racontez-nous. C'était une expérience incroyable. Il se trouve que je travaille pour le même client depuis une vingtaine d'années. Il a voulu me faire un peu une fête. Et à table, il a sorti 2 bouteilles de Cheval Blanc, une de 89 et une de 82. Et j'ai regretté qu'on ait tout bu parce que c'est quelque chose qui... Mais là, eux, ils boivent ça un petit peu comme alors là, de l'eau. Vous arriviez donc à Séoul, vous aviez le décalage horaire, le jet lag et tout. J'ai eu le temps de prendre une douche un quart d'heure et j'ai filé chez lui et là, il m'attendait avec ça. Voilà. Oh là, c'est presque mieux qu'un croissant, non, David ? Très bien gardé, très très bien gardé, parce que je crois que c'est bien d'un importateur du Japon. Ouais. Et les Coréens l'achètent par l'importateur du Japon, mais j'ai rarement vu un 89 de cette qualité. David Cobold, 82, 89 à Saint-Émilion, dans l'un des plus grands. Deux très très grands millésimes. Moi, j'ai quelque chose à vous demander. Moi, j'ai visité un de vos chais à Bordeaux que j'ai trouvé extraordinaire, Costes-Tournelle. Oui, j'adore Costes-Tournelle. Et c'est spectaculaire. En plus, ça devait être un chantier extrêmement compliqué parce qu'il fallait creuser en dessous du bâtiment sans le détruire. Oui, parce que je travaille surtout dans le gravitaire. Et là, on a creusé 17 mètres de façon à ce que le vin ne soit pas du tout chahuté. Et en plus, on met des ascenseurs à barriques pour pouvoir faire les mélanges. Donc, c'était le premier chai en France
en gravitaire avec des ascenseurs à barriques. Et en plus, les barriques étaient en double paroi, ce qui est exceptionnel. C'est ce que l'on utilise pour la laiterie. Ah oui. Et c'est pour diminuer les chocs de température. Donc la double paroi, c'est comme le double vitrage, mais pour donner pour plus d'inertie thermique. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai lu dans les correspondances de Montesquieu. Son importateur en Angleterre, à l'époque, donc au XVIIIe siècle, exigeait la double barrique. Un double barrique. Oui. Décidément, les Anglais. Probablement pour empêcher les fuites. En bois, Jean-Michel, en racontez-nous bois. donc. C'était en Bien bois. sûr. Non, mais c'est ça qui est Absolument, intéressant. ouais. Mais c'était génial. Hein. Aujourd'hui, donc, vous avez combien de réalisations dans les vignobles et dans les vignobles plutôt français ou également internationaux? Écoutez, je fais des études. Je fais des études en Turquie. J'ai fait une étude en Israël, mais je pense que ça se fera pas. Mais en réalité, mon premier vignoble, ça a vraiment été Cos d'Estournel, où il fallait vraiment faire des choses exceptionnelles et où c'est la première fois où il y a tout un circuit. Parce que tout à l'heure, on parlait de no-tourisme, mais non seulement. Ça a poussé les vignerons à faire des chais exceptionnels. Et parce que c'est un des buts, c'est la visite du chai. Absolument. Oui, c'est une Et magnifique Il y a un peu vitrine. l'ego du propriétaire aussi parfois, non? C'est pas la même chose. Oui. mais en plus, je veux dire, c'est que quand on visite, quand on conçoit des chais, nous, on conçoit la visite Et oui, future. oui, c'est Donc, ça. c'est ça qui est intéressant. On voit par où vont passer. Pour Un arriver- parcours qui doit être conçu Un pour ne pas parcours. gêner le travail Ils du... vont pas gêner le travail, mais aussi, bon, il y a la visite, mais il y a aussi justement le concept de gravitaire où le graisin arrive, on le bouscule pas du tout, il est mis dans un chariot, le chariot s'ouvre, il tombe dans les cuves et après on vient le récupérer, on le met dans des fûts. Bon, c'est d'une logique. Il n'y a aucune pompe dans le gravitaire. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de pompe. Hein. Et vous avez des réalisations ou des Et on projets? peut dire que même, par exemple, sur Cos d'Estournel, il y avait en premier vin, il y avait le Cos, et après, en deuxième vin, il y avait le Pagode. La Pagode, il y en avait peut-être 30% avant que nous fassions les travaux. Après, il n'y en a plus. C'est-à-dire que le vin bien passe meilleur. en premier vin. Oui. En premier vin, il reste à peine 10% de second vin. C'est éclaté. Que vous avez bossé aussi pour Jackie Lorenzetti. Alors pour le Jackie Lorenzetti, on a fait un chai que j'adore, je crois que c'est celui que je préfère, c'est Pedesclo. C'est magnifique, Ah, c'est Pedesclo. magnifique. Parce que ce qui se passe, c'est Pedesclo. D'abord, j'arrive, Jackie me dit, oh là, ce château, il est pas beau, il faut lui mettre des ailes. Il faut le mettre Alors, des je ailes. lui dis oui, Allez, on il y a pas de rase tout. problème. Et là, donc, on a mis deux blocs de verre de part et d'autre et ça lui a fait des ailes. Et d'ailleurs, le projet n'était pas encore construit, qu'il en avait déjà fait l'étiquette. Il va vite, ce garçon, encore. Et vous avez déjà fait des choses en Espagne, par exemple? C'est une région Non, aussi. qui est- j'adorerais, Ouais. j'ai des contacts dans la Rioja, mais j'ai pas rien fait. Ouais. Et alors, comment on approche un vignoble? C'est-à-dire que c'est quoi là, les coulisses d'une réflexion sur un château? On tient compte de l'ensemble? On ne raisonne Alors, pas il y a que deux sur le choses. Il chai? y a la partie château qui est le côté un peu show-off, un peu cinématographique du truc. Et il y a la partie travail et le chai lui-même. Nous, notre travail, je vais vous dire, c'est très très simple. C'est de la technologie. Notre travail, c'est juste de mettre en valeur le savoir-faire technologique, c'est tout. C'est une mise en scène de la technologie, sans la changer, mais en l'éclairant, en trouvant les bons matériaux qui l'accompagnent, etc. C'est tout. C'est très simple, c'est pas Ce du qui tout... est exemplaire quand on visite Cos d'Estournel, c'est absolument ça. Et vous avez visité un peu la Napa Valley? Vous avez vu également d'autres Non, réalisations moins bien, parce qu'elles ne sont pas signées Villemotte, mais quand même, il y en a d'autres qui bossent il y en a aussi. des très bien qui ont fait Herzog de Meuron, j'en ai vu Ouais. des très belles, mais non, j'ai pas le temps malheureusement. Mais par contre, on en fait un nouveau qui est dans le Champagne, que j'aime beaucoup, Ouais. on va faire la cuvée rosée de Laurent Perrier. Ah, très bien. Et là, on est en train d'inventer un nouveau système de cuves, des cuves dont un tiers est étranglé, Ouais. qui permet d'améliorer la décantation, la filtration, etc. C'est fantastique. C'est la première fois que ça se voit. C'est-à-dire que la cuve, on est à la radio, mais la cuve, elle est une première partie, elle s'étrangle et on retrouve une autre partie d'un tiers à peu près, un tiers, deux tiers. Ça fait un entonnoir. ça Enfin, fait ça une fait sorte de c'est entonnoir. ça, un Ouais, sablier. Et ça, c'est Un très, sablier à très, vin. très nouveau. Et aussi, on essaye de les suspendre à une charpente. Donc, on aura juste une petite quille pour pas que. Mais on aura l'impression qu'elles flottent, les cuves. Un peu comme à Pedesclo. À Pedesclo aussi, on a un peu Oui, l'impression c'est qu'elle ça, flotte. Il y a une Oui. patte. Ah oui, c'est Donc, magnifique. aujourd'hui, C'est 250 hectolitres qui flottent, quoi. merci beaucoup Jean-Michel Villemotte, donc avec plein de réalisations magnifiques à découvrir et également à venir. Merci aussi à Hélène Pio, David Cobol, Philippe Forbrac et puis les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end depuis 20 ans déjà. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien, comme d'habitude. Fin de ce premier numéro de l'émission spéciale 20 ans d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr
invinoradio.tv, les réseaux sociaux et Insta. Et on se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Nous recevrons notamment Guillaume Gomez, qui est ambassadeur pour la gastronomie et représentant personnel du président de la République pour l'alimentation et la gastronomie. Voilà, tout est dit. Excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vidéos français et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.